Oui, je suis né très près d'ici, à 50 mètres au-dessus de la cour de mon école. Voilà, parce que je suis dans la cour de mon école, c'est là que j'ai fait toute ma scolarité primaire. Voilà, il y a quelques 75 ans maintenant, voilà. Premier souvenir qu'on m'a dit, c'est que j'avais une voisine au fossé, là-bas, quand j'étais au fossé, c'était Lillipon, qui était toujours élégante, elle avait des chaussures à talons hauts, et moi je me dépêchais d'aller vite lui prendre ses talons hauts pour marcher avec ses talons hauts. Voilà, c'est le premier souvenir que j'ai. Je suis né ici, oui, dans une maison au bout du village, là. Une maison qui appartient toujours à la famille, d'ailleurs. Je suis né il y a 81 ans. Voilà. Je suis né en 1932 à Val-de-Rome. Voilà. Un enfant du pays. Ah non, je suis née en Italie, moi. Et puis, mon papa était contre Mussolini. Il était traqué là-bas. Il est venu à Aiguille, dans le Queyras. Et on y est resté 18 ans. Et puis un jour, M. Aubert, le père de Pierrot, il est allé les chercher à Aiguille. Et il les a amenés aux mairies. C'est comme ça qu'on est venu à Val-de-Rome. Et j'avais 18 ans. Un pauvre pays perdu. Une cousine germaine de ma mère qui était devenue témoin de Jéhovah, qu'on allait la voir quelquefois à Die, là. Elle est morte il n'y a pas bien longtemps, 10 ans. Quand elle parlait de Val-de-Rome, elle était née à la suite du village, elle aussi. Elle disait Val-de-Rome, ce pauvre pays perdu. Imaginons que vous êtes très loin de chez vous et vous rencontrez quelqu'un qui vous demande où est-ce que vous habitez. Qu'est-ce que vous lui diriez? Comment vous lui parleriez de cet endroit? Je lui dirais que j'habite dans un coin magnifique, bien entendu, dans une cuvette remarquable par, disons, par sa luminosité, son ciel lumineux. Bon, je veux dire, je ne sais pas si vous avez vu depuis quelques jours, le ciel de Val-de-Rome, c'est quand même comme ça, peut-être pas 300 jours par an, mais disons 250 jours par an, on a quand même un ciel comme ça. Et puis je lui dirais que c'est pas un bout du monde, mais ça reste quand même encore un coin, je dirais, très protégé, parce qu'il y a une flore extraordinaire au mois de juin, au mois de juillet, même au mois d'août, il y a encore de belles fleurs, où il y a un village magnifique, construit sur un éperon rocheux, avec ses maisons face au sud, avec ces maisons dont on entre au premier étage par une rue, mais en dessous, il y a 5 étages. Voilà, Val-de-Rome, c'est ça. 3 niveaux, la rue haute, la rue moyenne, ou la rue Paillouse, et puis la place du Fossé. Voilà les 3 niveaux de Val-de-Rome. Val-de-Rome a connu sa plus forte population en 1801. En 1801, il y avait 1225 habitants. À cette époque-là, Val-de-Rome était un chef-lieu de canton. Val-de-Rome était le village le plus habité de tout le Haut-Diois. À l'époque, Luc avait à peine 500 habitants. Il y avait 2 cordonniers, par exemple, 2 cordonniers. Il y avait un tailleur qui faisait des costumes, Moi, je crois que mon premier costume, il a été fait par Monsieur Montlahuc, qui était tailleur et dont la femme tenait une épicerie. Il y avait un horloger, il y avait une chapelière, il y avait 2 couturières. Enfin, Val-de-Rome avait une activité économique importante. Il y avait 6 épiciers à Val-de-Rome. Mais enfin, c'était ici, là où il y avait c'était le plus important. D'abord, il y avait de l'espace, tandis que la dame d'à côté, là, elle faisait épicerie dans sa cuisine. Alors, elle n'avait pas grand-chose, quoi. Alors, il fallait faire bon poids. Les gens ils disaient, mais tu ne m'as pas fait bon poids. Alors, il fallait que la balance tombe du côté favorable, quoi. Il y avait un monsieur qui avait une épicerie urbaine. Alors, quand il était livré,
Il venait, il tapait en bas. Madame Aubert, j'ai reçu du courrier extra. Vous voyez, le marketing, ça a toujours existé. Le dimanche, à cette époque-là, tous les gens des hameaux ou des fermes isolées descendaient au village. Le dimanche, ça servait à deux choses. Aller au temple le matin, emporter souvent un pique-nique, aller pique-niquer là-haut au bosquet de Valdrome, juste au-dessus du village, à l'ombre. Et puis l'après-midi, eh bien, on faisait les courses. Et ici, l'épicerie fonctionnait beaucoup. Les gens achetaient pour la semaine, même plus, quoi. Et les messieurs, ben, ils allaient acheter leur tabac, ils discutaient, oui. Ben oui, parce que c'était leur sortie le dimanche. Alors, ils buvaient un petit coup avec l'un, avec l'autre. Ils passaient une partie de l'après-midi au café, quoi. Alors, il y avait le bistrot Lyoto, le bistrot Magnan, le bistrot Brunet, le bistrot Fine. Il y en a qui jouaient aux boules, on prêtait les boules, on jouait à la blotte, on buvait de la bière ou on buvait du vin limé qui n'était pas toujours très très bon. Et de temps en temps, en fin d'après-midi, il y en a quelques-uns qui avaient un peu abusé, quoi, voilà. Parce qu'il y en a quelques-uns, attention, hein. Vraiment, on parlait des piliers de bistrot parfois, mais il ne faut pas dire les noms maintenant quand même, parce qu'il y a encore des descendants, il ne faut pas exagérer. Il y en a un qui venait de Pracheton, vous connaissez, oui. Pracheton, là-haut. Eh bien, il venait avec sa mule, et comme ça, et pour repartir, il fallait l'aider à monter sur sa mule et presque l'attacher. Autrefois, il y avait une école au village, à Valdrome, avec deux classes, une école à Rossas et une école au Cheylard. Ce qui est important, c'est que les habitants de Valdrome étaient très, très branchés sur l'éducation de leurs enfants. Dès 1561, quand l'église protestante de Valdrome a été créée, ils ont très vite compris qu'il fallait savoir lire. Depuis très longtemps, ils ont appris à lire avant les autres personnes, parce qu'ils voulaient lire la Bible. Et la première chose qu'on leur apprenait, c'est de lire la Bible et de lire. Plus que chez les catholiques, par exemple, ou chez les athées, quoi. Donc ils ont embauché des instituteurs protestants qui faisaient l'école dans le village. Depuis quelques 200 ans, il n'y avait pas un illettré à Valdrome. Tout le monde savait lire. Ils avaient cette soif d'apprendre. Puis c'est aussi que les enfants étaient très éveillés ici par rapport à d'autres communes du canton. Et alors cet éveil, on le devait à l'école, mais on le devait aux pasteurs aussi. Parce qu'on avait toujours des pasteurs et c'est des gens qui faisaient les cultes, le catéchisme ou l'école biblique, on appelait ça. Mais les dames ou même les pasteurs, ils nous apprenaient des chants, on allait beaucoup chez eux. C'était plutôt de l'éducation plus que de l'instruction avec les pasteurs.
À Valdrôme, après avoir passé soit son concours d'entrée en 6e, soit son certificat d'études, eh bien, en général, on allait au collège à Die. Oui, alors on suivait la filière à Die. On ne cherchait pas à faire autre chose. On faisait donc première, deuxième, troisième, on passait le brevet. Après la troisième, il y avait le concours de l'école normale pour être instituteur. On n'avait pas d'autres débouchés. Quelques-uns qui avaient échoué, elles faisaient un petit peu un concours des postes ou les SNCF, les garçons. Autrement, c'était tout droit. Instituteur. On n'avait pas l'imagination de faire autre chose. Il faut bien le dire, c'était difficile de vivre sur Valdrôme. Il y avait une certaine fuite vers, vers peut-être de meilleures professions que la profession de cultivateur, quoi. Voilà. Oh, c'était dur, hein. Physiquement, c'était très dur. Hein. Mais bon. Pourquoi c'était très dur? Ben, physiquement, parce qu'il fallait tout faire à la main, il fallait transporter les bourras sur les épaules, fallait... Quand on abattait les agneaux, c'était toute la main, c'était... Tout était dur, quoi. Oh oui, ça a été dur. C'est bien difficile pour raconter tout ce qu'on faisait parce que on était des pauvres femmes qu'il fallait qu'on se trimerassier tout le temps. Vous faisiez la lavande? On faisait la lavande, on avait des moutons, on avait 60 moutons. On faisait dans les 50 à 70 kilos d'essence. Puis alors, il y avait les poules, les lapins, les cochons, tout sans fusquin, quoi. Qu'il y avait dans les fermes autrefois, qu'il n'y a pas aujourd'hui. On n'avait pas ni heure, ni pour se coucher, ni pour dormir. Et puis on était tous à la même enseigne. Il n'y avait pas que chez nous. C'était partout. J'ai oublié de vous dire que ma mère, elle a souvent vu sa propre mère, ma grand-mère, quoi, qui pleurait parce qu'ils n'avaient pas d'argent liquide. Il fallait payer les épiciers ou n'importe. Alors tu me donnes un peu la graine de Saint-Foin, moi je te donne la graine de Luzerne, moi je manque de plants de pommes de terre, il me faut un bouc pour les 2 ou 3 chèvres que j'ai, tu me le prêtes, et puis voilà, quoi. Ah, ils s'arrangeaient comme ça? Oui, mais bien, ils faisaient du troc essentiellement. Hein. Oh là là. Et il y a beaucoup de gens qui faisaient du troc ici? Mais tout le monde, enfin tous les petits paysans, comme mes grands-parents ou n'importe. Hein. Ils n'étaient pas le seul. On avait le jardin. On avait des pommes de terre tant qu'on voulait. On n'a jamais eu faim. Bon, il y avait les seuls qui s'en sortaient un peu, c'était les courtiers en essence de lavande, et puis comme la famille Aubert, par exemple, qui faisait le commerce des agneaux. Et puis alors en plus, papa, on avait l'épicerie, puis il était courtier en produits agricoles, c'est-à-dire qu'il allait dans les fermes, il achetait les produits comme l'essence de lavande notamment, et on achetait pour des parfumeurs de Grasse. La culture de la lavande a toujours existé à l'état sauvage. On plantait des lavandes dans les coteaux, sur les champs en pente, où on ne pouvait pas trop faire de la luzerne, des céréales, où les machines, la faucheuse ne pouvaient pas aller. On plantait des lavandes. Il y avait à ce moment-là de la lavande de partout. Tous les champs, même très en pente, étaient cultivés parce que pour cultiver la lavande, il suffisait de labourer un petit peu avec 2 mulets ou avec 2 chevaux. Et ensuite, on pouvait planter. La lavande n'a pas besoin d'un terrain très très riche. Il faut un terrain un petit peu caillouteux, plutôt calcaire. Et c'était exactement le terrain de Valdrôme, quoi. Quand il jouait à mon oncle, quand il fallait qu'il laboure avec ses 2 mules, avec la charrue à bras, ben attention, hein. Vraiment, surtout dans des terrains pareils, quoi. Ah ben, on avait une saquette avec un ourin, une faucille. Et on allait ramasser la lavande, on la ramassait comme ça, à poignée. On prenait avec notre faucille, on faisait ce geste-là. On faisait la poignée, puis on la ramassait,
et on mettait dans notre saquette. Et puis on la portait sur notre dos toute la journée. Il n'y avait pas de chemin. Quand elle était pleine, on allait la vider vider sous un poids. Et quand on a ramassé une brassée chacun, on avait beaucoup travaillé. C'était pas rigolo. La pente, les champs en pente. Mais couper les lavandes à la faucille, attention, hein. Les moissonneurs de bateaux sont arrivés bien après. Ben, il fallait lier les gerbes, il y avait des chardons. Là que c'était dur. Mais oui, c'est dur. Enfin, quand elles étaient belles, on avait moins de peine parce qu'on avait beaucoup d'avance. Et puis, la saquette était vite pleine. Mais quand c'était des vieilles escampelées, comme on dit, escampelées, c'est les sauvages, vous voyez, celles qui sont dans la nature. Alors, c'était pas la même. Et pour faire 1 kilo d'essence, il faut 100 kilos de fleurs. Lorsque j'étais à l'école, ici, lorsque j'étais enfant, la commune de Valdrome avait des terrains à la montagne, sur l'emplacement actuel de la station. Il y avait d'abord des champs cultivés de lavande, et puis il y avait la lavande sauvage qui poussait. D'ailleurs, la terre de là-haut était une excellente terre pour la lavande, et l'huile essentielle était très très fine. Et comme l'essence de lavande était une huile essentielle très recherchée par les parfumeurs de Grasse, les gens d'ici retiraient un profit important de cette essence de lavande. À l'époque, tout le monde faisait entre 20 et 80 kilos d'huile essentielle de lavande. Donc c'était quelque chose d'important. Il y avait 2 gros alambics qui distillaient pour les gens, et puis des particuliers, il y en avait 7 ou 8 qui avaient des alambics, des petits alambics avec un petit vase, qui faisaient seulement leur récolte à eux. Alors le soir quand même, on se réunissait entre jeunes, on allait sur les lavandes là-bas, boire, ça distillait des fois toute la nuit. Les charrettes arrivaient, les alambics, on ne savait plus où mettre les lavandes. À l'époque, quand l'alambic du village fonctionnait, vous rentriez dans le village, ça se sentait partout. Hein. Ah ben vos habits étaient imprégnés. Hein. Alors on y allait, on chantait, ça sentait bon, la lavande et tout. C'est un temps qu'on regrette un peu. Ginette, imaginons que vous soyez en voyage, d'accord? Vous êtes en voyage, vous êtes très très loin d'ici. Et puis vous croisez quelqu'un qui ne connaît pas du tout Valdrome. Qu'est-ce que vous lui diriez? Je dirais, j'habite Valdrome, je suis née à Valdrome, j'y suis bien. On est dans un petit bled perdu, mais ma foi, on est tranquille. On a un climat assez froid, mais un bon climat, très sain. Voilà, je ferai l'éloge de Valdrome.